Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Alter Ego, l'émission produite par Mediapart, dans laquelle Rokhaya Diallo confronte un ou une invitée aux questions d'égalité et d'inégalité, de discrimination et d'affirmation, de race et de racisme. Pour cette seconde édition d'Alter Ego, notre invité est Dominique Sopo, qui est à la fois l'ancien et le nouveau président de SOS Racisme, après une interruption de 2 ans. Alors, Rokhaya Diallo, bonjour déjà à tous les deux. Bonjour. Est-ce que, Rokhaya Diallo, vous avez invité l'ancien ou le nouveau président de SOS Racisme et pourquoi? Alors, j'ai eu l'audace d'inviter les deux à cette table. Non, ça m'intéressait à plusieurs titres parce que je suis moi-même militante antiraciste, qu'on appartient à la même génération et que malgré tout, SOS Racisme existe depuis 30 ans. J'aimerais bien qu'on puisse faire ensemble un bilan parce que c'est une association qui est à la fois critiquée par certains mouvements antiracistes, mais aussi par des gens qui sont positionnés plus à droite, comme Zemmour et Finkielkraut. Donc, savoir ce que ça signifie aujourd'hui d'appartenir à SOS Racisme et de présider cette organisation. Et combien de personnes aujourd'hui appartiennent à SOS Racisme aussi, on se demandait? Alors, en adhérant, 8000 en tout, si on compte les comités locaux, parce que SOS Racisme est structuré en siège national et ensuite toute une série de comités locaux. Voilà. Alors moi, je voudrais revenir d'abord sur le début, les circonstances de la création de SOS Racisme qui a été créée en 1984, donc fin 1984, on est vraiment sur les 30 ans. Est-ce que vous pourrez nous raconter en fait quelles sont ces circonstances et comment vous vous positionnez par rapport aux différentes marches pour l'égalité, enfin celle qui avait eu lieu en 83 qui était la marche pour l'égalité contre le racisme et en 84 qui était Convergence pour l'égalité, dont les auteurs disent que SOS Racisme a un peu capturé l'image médiatique à son bénéfice. Oui, qui renvoie un peu à une forme de réécriture de l'histoire et je pense aussi d'incompréhension et d'aigreur parce que SOS Racisme ne naît pas de la marche des beurs, contrairement à ce qui est souvent dit. SOS Racisme naît de toute une série de mouvements qui sont des mouvements de la jeunesse années 70 et années 80. Et d'ailleurs, ceux qui créent SOS Racisme sont eux-mêmes des participants à ces mouvements de jeunesse, qui sont des mouvements étudiants et des mouvements lycéens, nés de ce qui se passe également avec l'apparition du Front National comme force politique majeure aux européennes de juin 1984. C'est d'ailleurs là le déclencheur en tant que tel de la création de SOS Racisme et effectivement des mouvements que l'on peut voir autour de la marche pour l'égalité de 83 et de Convergence 84. Donc c'est l'ensemble de ces mouvements, l'ensemble de cette ambiance qui entraîne la volonté de certains de créer un mouvement plutôt de jeunesse qui serait dédié aux questions d'égalité. Et c'est pas François Mitterrand qui a voulu justement briser l'autonomie d'un mouvement qui est parti de quartier populaire pour en faire quelque chose de plus institutionnel, parce que c'est ce qui... parce que... Ça a été vraiment vécu comme ça, notamment par les marcheurs. Oui, mais... Un certain nombre d'entre eux, en tout cas. Comment dire? D'abord, l'idée de la création de SOS Racisme est bien une idée qui part de militants. Ensuite, qu'il y ait... Proche du Parti socialiste ou pas spécialement? Oui, bien sûr, oui. Voilà, oui, donc, mais vous savez, penser, parce que parfois on est dans des logiques un peu complotistes qui sont étranges, penser que le Parti socialiste serait capable, en tant que structure, en tant qu'institution, de créer un mouvement de jeunesse, c'est, je pense, lui faire quand même beaucoup de crédit dans ces milieux, au passage. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que SOS Racisme, parce qu'on l'oublie trop souvent, n'est pas la seule association à se créer à l'époque et à être financée, puisque c'est aussi des accusations qui sont faites. Il y a des mouvements comme France Plus, qui sont très largement soutenus aussi à l'époque par le pouvoir politique, mouvement qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, qu'il y ait eu des formes de rancœur, des sentiments finalement d'une partie des marcheurs d'avoir été exclus d'une histoire qui était la leur, alors ça je le comprends très bien au demeurant, qu'il y ait eu même de la part du pouvoir politique une volonté d'instrumentalisation, très honnêtement, qui pourrait dire le contraire, mais comme par rapport à n'importe quel mouvement en l'occurrence, je vais dire, je ne le critiquerai même pas du point de vue des partis politiques, parce que c'est finalement... j'allais dire, une tendance assez naturelle lorsque l'on est à un pouvoir politique. Et on peut même le voir aujourd'hui par rapport à toute une série d'associations
au niveau national ou même au niveau très local, où effectivement, dès qu'il se passe quelque chose, il y a une volonté de vouloir mettre sous contrôle, Mais je pense que, au-delà de ça, la création de SOS Racisme et les débuts de SOS Racisme montrent aussi une forme de... SOS Racisme représente une des tendances qui existent à l'époque pendant la marche pour l'égalité. Une tendance qui allait plus vers la création d'un mouvement beurre et une tendance, on va dire, plus universaliste, plus dans le vivre ensemble. C'est SOS Racisme qui a réussi à émerger finalement, ou qui a survécu plutôt, plus exactement, de cette période, mais n'y voir qu'une forme de machiavélisme serait quand même prendre les gens un peu pour des idiots, me semble-t-il, et on est quand même un peu dans la reconstruction rétrospective. Mais sans être dans le machiavélisme, est-ce que vous ne considérez pas quand même comme peut-être une forme d'erreur de la part de SOS Racisme d'avoir appelé en 1988 à voter Mitterrand? Est-ce que là, cette association ne sortait pas un peu de son rôle? Ce serait une erreur si elle l'avait fait, or elle ne l'a pas fait. Donc, en l'occurrence, vous voyez qu'il y a comme ça toute une série de marronniers qui ont la vie dure sur SOS Racisme. Donc, SOS Racisme ne l'a pas fait. Harlem Désir l'a fait à titre personnel. Oui, d'accord, mais excusez-moi. À l'époque, il était président. Oui, bien sûr, il était président. Il l'a fait à titre personnel. Mais je rappelle, parce que c'est quand même assez étrange, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, mais SOS Racisme, c'est un problème. En 88, vous avez appelé à voter Mitterrand. » Même personne qui, elle-même, en 88, avait appelé à voter Mitterrand, parce qu'il faut quand même se souvenir du contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, c'est un gouvernement Chirac très à droite, notamment à travers la figure d'un Charles Pasqua, par exemple, ministre de l'Intérieur, qui est très dur sur les sujets qui nous concernent. C'est la mort de Malik Oussekine, avec une jeunesse qui crie. Après la mort de Malik Oussekine, Chirac, en 88, on s'en souviendra, c'est ce contexte-là, en 1988. Donc après, on peut le voir comme une erreur de la part du président de l'époque, qui aurait peut-être dû rester à distance d'une consigne de vote, mais je rappelle que si c'est une erreur pour Harlem Désir, par exemple, ça a été une erreur aussi pour beaucoup de personnes qui ont tendance à oublier qu'elles ont eu exactement le même comportement à l'époque. Alors moi, la question que j'ai envie de vous poser aussi, c'est aujourd'hui, rétrospectivement, moi c'est vrai que j'étais très jeune dans les années 80, mais le souvenir que j'ai d'SOS Racisme en tant qu'action dans les années 80, c'est surtout d'avoir déplacé des revendications de manifestants qui étaient sur le terrain, qui étaient assez axés sur la question des violences policières, vers un antiracisme un peu plus people, avec des grands concerts, avec des figures extrêmement connues comme Coluche ou des gens comme ça, et peut-être d'avoir déconnecté en fait la revendication antiraciste d'un terrain avec des problématiques d'urgence, de violence, notamment où il y avait effectivement des ratonnades et puis des crimes policiers qui étaient impunis, pour le décaler vers quelque chose de plus festif, de plus rigolo, de plus joyeux, et peut-être en oubliant les revendications qui étaient les revendications initiales des marcheurs. Comment vous percevez les choses, vous, aujourd'hui ? Alors, le fait que je pense qu'il ne faut pas opposer les différents phénomènes, parce que, en l'occurrence, lorsqu'on est dans des mouvements pour l'égalité, dans des mouvements pour le vivre ensemble, il faut savoir être sur les différents tableaux. Ce qui n'est pas évident, en l'occurrence, parce que la question de l'image que se forge une structure, c'est quelque chose qui est très loin d'être évident, en l'occurrence. Donc, peut-être qu'il y a pu y avoir cette perception, mais qui est une perception, tout de même, qui, à mon avis, naît également au point de départ d'une méfiance a priori vis-à-vis des institutions et de tout ce qui apparaîtrait comme étant en lien avec les institutions. Et SOS Racisme a été très vite connecté avec les institutions, avec même des institutions d'ailleurs qui parfois reprenaient les mots MOTS de SOS Racisme sans ne rien en faire derrière. Je me souviens des propos de Michel Rocard, Premier ministre, qui reprend des slogans d'Harlem Désir sur les quartiers et il ne se passe rien. Mais finalement, si le pouvoir politique reprend vos slogans et qu'il ne se passe rien derrière, finalement, c'est que l'auteur du slogan lui-même va être considéré comme étant quelqu'un qui trompe et qui ne fait que du slogan. Et donc je pense que le pouvoir politique a aussi beaucoup joué dans les débuts de SOS Racisme avec cette image, avec ce mouvement, sans derrière mettre les politiques qu'il fallait en œuvre. Mais
je tiens à faire remarquer tout de même, parce que là aussi, parfois, il y a une perception qui peut paraître étrange, c'est que lorsque SOS Racisme est créé, c'est quand même une bande de gens qui ont moins de 30 ans, qui n'ont pas une expérience, parfois d'une certaine roublardise politique, que l'on acquiert avec les années passées dans des mouvements. Donc sans doute qu'il y a eu en tout cas de la naïveté en pensant que la force médiatique serait suffisante sans doute pour faire bouger les choses et que finalement l'adhésion proclamée à la structure et à ses valeurs de la part des responsables politiques était quelque chose de sincère et qui allait s'inscrire dans des politiques publiques. Ça n'a pas été le cas, et on le voit très bien sur les quartiers populaires, en l'occurrence, sur la question des violences policières que vous évoquiez, où il y a quand même des phénomènes de résistance institutionnelle qui sont assez spectaculaires dans notre pays, d'autant plus qu'on est dans un pays où de toute façon personne n'est raciste. Parce qu'on a même un parti politique qui est fondé quand même sur la haine de l'autre, il dit non, non, nous on n'est pas racistes. Donc on est aussi dans du ventre mou, dans quelque chose qui est de l'ordre de l'édredon quand on lutte contre le racisme en France. Alors que si on est aux États-Unis, bon, quelqu'un qui est raciste, à la rigueur, il va le dire, il va même poser les actes qui vont avec. Mais justement, vous évoquiez les résistances institutionnelles, j'ai le sentiment de ne pas avoir entendu beaucoup SOS Racisme sur la question du racisme systémique, structurel, qui est lié vraiment à une pratique de l'État. Parce que à travers les violences policières, c'est ce qui est dénoncé, c'est effectivement la complicité de l'État par rapport à des pratiques racistes qui sont perpétrées par des forces républicaines. Donc est-ce que remettre en cause même la République en tant que telle, en tout cas telle qu'elle est aujourd'hui promue par ses gouvernants, est-ce que c'est pas un des rôles d'SOS Racisme? Et est-ce que c'est aussi ça qui a pu vous faire apparaître comme complice des institutions, dans le sens où, finalement, vous avez évoqué aussi la question des financements, des subventions. On se dit qu'étant financé par l'institution, peut-être que vous n'avez pas intérêt à dénoncer le racisme institutionnel. Très honnêtement, vous savez, lorsque Nicolas Sarkozy était au pouvoir, j'ai pris des positions extrêmement dures, et l'association a pris des positions extrêmement dures contre Nicolas Sarkozy. Quand même, on n'a pas mâché nos mots, contre Claude Guéant, contre lequel on a même porté plainte devant la Cour de justice de la République, qui n'a rien trouvé à redire d'ailleurs à ses propos de façon assez étrange, propos anti-musulmans en l'occurrence à l'époque, dont il était assez coutumier. Ça ne nous a pas empêché de porter cette parole, quand bien même les conséquences financières étaient connues auparavant, et d'ailleurs sont arrivées. Donc, je ne pense pas que nous mâchions nos mots en raison de problématiques financières. Mais précisément sur la question du racisme structurel. Alors, sur la question du racisme structurel, comment dire, il faut faire attention à une chose, c'est que on ne peut pas, lorsque l'on milite, être a priori et de façon, là aussi, systémique, en refus et en défiance des institutions, et donc de ceux qui représentent les institutions. Parce que militer, c'est aussi savoir créer des alliances et savoir créer des rapports de force. Sinon, si tout ce qui vient de l'institution ou de ce qui est vu comme une institution, c'est forcément quelque chose qu'il faut rejeter a priori, en fait, on est dans des non-avancées. Et ça donne des types de discours que je vois parfois et qui, moi, me stupéfient, consistant à dire, de toute façon, les institutions sont des institutions de façon systémique qui sont pétries de colonialisme, et donc rien n'a changé depuis l'époque de nos parents ou de nos grands-parents. Je trouve ce genre de discours ravageur, parce que si rien n'a changé depuis l'époque du colonialisme, ça veut dire deux choses. Il y a une alternative. Soit, en fait, c'est pas la peine de militer, au demeurant, parce que si 70, 80 ou 100 ans de lutte n'ont rien donné, autant rester devant son canapé et regarder une émission à la télévision, ou alors il faut tout casser. Et je trouve que là, on est sur quelque chose qui n'est pas forcément extrêmement responsable. Le deuxième élément, sur la question des effets systémiques. En l'occurrence, il y a effectivement des effets systémiques. Il y a même des lois, que nous dénonçons en l'occurrence, qui empêchent par exemple les étrangers d'accéder à une partie de l'emploi. Donc ça, nous le dénonçons. De la même façon que nous dénonçons le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de politique publique, par exemple, de lutte contre les discriminations. Et que là, il y a un refus de la part de l'État, des institutions, qui est un refus
très mou d'ailleurs, parce qu'on ne rencontre jamais quelqu'un qui dit « Ah bah non, 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 pas du tout, on ne veut pas lutter contre le racisme ». Il y a un refus extrêmement mou de mettre en place des politiques, et on est aussi face à des élites aujourd'hui qui, paradoxalement, parce que les gens disent « Ah mais Marine Le Pen monte, les difficultés, l'agressivité des gens, ça montrerait que l'antiracisme recule, etc. » Ça montre surtout que l'égalité, elle progresse, et que certains se disent « C'est maintenant qu'il faut arrêter les choses », y compris dans les élites bien pensantes, si je puis dire, pour reprendre un terme qui fait florès aujourd'hui, y compris dans les élites, qui se disent sans doute, nous monopolisons les places en haut de l'échelle sociale, déjà on doit faire la place aux femmes, si en plus il faut faire la place aux personnes d'origine maghrébine et africaine, qu'est-ce qui va nous rester à la fin? Donc évidemment qu'il y a des résistances qui sont des résistances de l'ordre du systémique, qui existent en France et que nous dénonçons. Enfin, j'ai même fait un livre en début d'année 2014, pardon, sur le sujet. Alors, vous mentionnez à mots couverts, j'imagine, l'appel des indigènes de la République quand vous disiez que certains considéraient que la situation coloniale était identique à l'époque coloniale et aujourd'hui. Moi, j'ai signé l'appel des indigènes de la République en 2005 et l'appel me semblait davantage postuler un continuum colonial dans les pratiques, notamment dans la gestion des quartiers populaires. Et je trouvais que c'était une interrogation qui était pertinente, sans dire qu'effectivement les situations sont analogues. Non, mais que l'interrogation sur les conséquences du colonialisme aujourd'hui, en France, et des pratiques évidemment, sont des choses à analyser et à combattre, évidemment, et c'est quelque chose de plutôt bienvenu de ce point de vue-là, d'autant plus qu'en France, pendant très longtemps, il n'y a pas eu d'études sur le sujet. C'est à partir des années, on va dire, 2000, qu'il commence à y avoir des études sur le post-colonialisme en France et ce que ça a produit en France. Il y a plein d'études sur le néocolonialisme, le post-colonialisme, les conséquences du colonialisme dans les anciens pays colonisés, mais il y a eu un angle mort du point de vue universitaire et intellectuel pendant très longtemps sur les conséquences ici et maintenant de cette histoire qui a été portée par la Troisième République notamment, et avec le fait que lorsque la décolonisation a eu lieu, il n'y a pas eu une inversion du discours ou une réparation du discours, il y a eu le silence de la part des institutions. Et lorsqu'il y a silence, ça veut dire aussi que les préjugés qui sont légués par l'époque coloniale sont des préjugés qui continuent à être agissants et donc à conditionner finalement la façon dont l'autre est vu et dont l'autre est géré. Et même plus concrètement, je peux vous donner un exemple. À l'époque des révoltes en 2005, Dominique de Villepin, qui était Premier ministre, a réactivé en fait une loi coloniale ce que nous avons dénoncé à l'époque. Pour clamer l'état d'urgence, une loi qui avait été qui avait été utilisée pour la dernière fois pendant la guerre d'Algérie. Voilà, qui n'avait pas été utilisée pendant mai 68, mais là qu'on a estimé pertinente. Donc je pense qu'il y a bien sûr. Voilà l'appel. Mais ça, je ne nie pas. Pour le coup, bien loin s'en faut. Et bien évidemment qu'il y a aujourd'hui encore. Mais parce qu'on n'a pas travaillé dessus, des conséquences de ce qu'a été l'époque coloniale dans la façon dont les gens peuvent réagir, y compris d'ailleurs chez les gens qui en sont victimes également. Mais ça a des conséquences. Et d'ailleurs, je pourrais prendre un exemple. Ce qui s'est passé pendant l'été 2014, autour de la Coupe du Monde, où lorsque des personnes d'origine algérienne sortaient avec des drapeaux, l'hystérie que ça a entraîné sur les réseaux sociaux, chez Christian Estrosi qui voulait les interdire, d'ailleurs nous avons obtenu l'annulation de cette mesure, etc. Ça montre quand même que là, ça renvoie à la guerre d'Algérie. C'est une blessure narcissique qui n'a jamais été refermée parce qu'elle n'a pas été traitée dans le champ politique, même si c'est fortement traité sur le champ associatif, culturel, etc. Il n'y a pas de parole politique sur ce qui reste, à mon avis aujourd'hui, une blessure narcissique qui représente la fin de la plus grande France et la restriction de la France à sa réalité quasiment continentale. Et donc, on voit bien là que l'hystérie n'est compréhensible que si on prend en considération le fait qu'il y a quelque chose d'agissant dans le passé de la France qui n'a pas été traité.
Et pour en revenir au combat de SOS Racisme dans les années 80, vous avez évoqué le combat contre Le Pen, contre le Front National. Est-ce que le fait de se concentrer sur ce racisme-là qui est produit par l'extrême droite n'a pas finalement empêché de voir le racisme qui pouvait être émergé, notamment de la gauche? Parce que je trouve que dans l'antiracisme, c'est un peu un impensé, cette idée que finalement la gauche peut elle-même produire du racisme et contribuer à la racialisation, en tout cas aux discriminations dans la société. Oui, mais qui renvoie à l'époque aussi, je pense, au fait que lorsque l'on est d'origine immigrée, on est de gauche. Oui. C'est comme ça, C'est finalement. Et c'est quelque chose... oui, c'est encore quand même largement le cas aujourd'hui, même si c'est beaucoup moins vrai qu'auparavant, ça reste assez largement le cas. Et par ailleurs, le fait aussi que... qu'il est beaucoup plus global sur les questions, sur la réalité associative, c'est que les associations sont plutôt de gauche, et notamment sur ces sujets, mais sur plein d'autres sujets également, et que ça peut être extrêmement compliqué d'être en critique vis-à-vis de la gauche, lorsque l'on se vit soi-même comme étant de gauche. Donc ça, c'est une réalité certaine, et qui se manifeste aujourd'hui par le fait qu'on est quand même face à un pouvoir politique qui, par exemple, depuis qu'il a été mis en place en 2012, a choisi de faire silence, au mieux, sur ces sujets. Ce qui est quelque chose... je parlais tout à l'heure de mon livre, excusez-moi, c'est pas pour faire de la pub, mais c'était notamment la raison de l'écriture de ce livre, en disant, mais comment est-ce possible, après les attaques contre l'égalité de Sarkozy, et le primat de l'identité nationale, avec tous les relents que cela pouvait représenter en termes de racisme, de discrimination, d'attaque contre l'égalité, comment est-ce possible que la gauche arrivant au pouvoir ne mette pas en œuvre une politique inverse et fasse finalement, pour reprendre Gramsci, un combat d'hégémonie culturelle, de reconquête de l'hégémonie culturelle sur les questions d'égalité, et au contraire, fasse le choix du silence, qui est une forme de violence qui, me semble-t-il, vaut bien d'autres formes de violence en l'occurrence. Et je trouve ça cataclysmique par rapport aux valeurs qui sont les nôtres. Je trouve ça cataclysmique pour la gauche elle-même sur le plan électoral, parce que la pensée selon laquelle il ne faudrait pas parler de ces sujets parce que ça ferait monter Marine Le Pen, comme je disais, bon, 50% de la prédiction a été réalisée. Effectivement, on n'a pas parlé de ces sujets, mais c'est marrant, Marine Le Pen ne fait que monter. Parce que lorsqu'on n'est pas sur un combat d'hégémonie culturelle sur ces sujets, eh bien, en face, ça avance comme dans du beurre. Et c'est bien cela qui est en train de se passer aujourd'hui. Quels sont aujourd'hui les éléments de résistance ou de débouchés politiques dans la sphère des responsables et des élus par rapport à tous ces sujets? Ben, aujourd'hui, on ne le voit pas. Justement, sur cette question-là, quelle peut être la stratégie de SOS Racisme pour participer à cette bataille culturelle qui, effectivement, semble importante à mener en ce moment, vu ce que sont les scores du Front National? Est-ce que, vous l'avez bien dit, le SOS Racisme se crée dans un contexte d'apparition et de montée du Front National. Aujourd'hui, il peut proclamer être le premier parti de France. Est-ce que là, vous vous dites, bon, on a échoué en partie dans nos stratégies? Est-ce que notamment, et là, on refait l'articulation quand même entre la politique et l'associatif, ce qui a été en tout cas une réalité, c'est-à-dire le passage de cadres de SOS Racisme qui deviennent des cadres du PS, que ce soit Harlem Désir, que ce soit Malek Bouti, vous semble encore une stratégie possible pour participer à cette bataille? Enfin voilà, comment est-ce que vous pensez, vous, dans ce combat? Alors, deux éléments, mais c'est marrant parce que c'est des remarques que je fais fréquemment, c'est qu'on pose des problématiques à SOS Racisme qu'on ne poserait à aucune autre association, ou en tout cas certainement pas sur des associations en dehors du champ antiraciste. Le passage de cadre de SOS Racisme au Parti Socialiste, vous savez, ça arrive dans plein d'associations, ça ne fait pas débat. Il y en a peu qui viennent ministres. Ça ne fait pas... Ah bon? Il n'y a pas beaucoup d'anciens ministres qui viennent de l'UNEF, par exemple, dans leur jeunesse étudiante. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et on trouve même d'ailleurs en général plutôt bien... C'est un parti de PS jeune, donc c'est pas tout à fait pareil. Syndicat, non, excusez-moi, c'est un syndicat étudiant, c'est pas le PS jeune. Ça l'a été dans les années 80. Non, vous pouvez pas... excusez-moi, vous pouvez d'autant moins dire ça que l'UNEF est quand même, lorsqu'elle est créée
alors il y a une histoire très longue à l'UNEF, mais c'est quand même des trotskistes, des socialistes et des militants de la CFDT. Alors c'est la gauche, certes, en l'occurrence, mais c'est quand même un peu plus complexe que ça. Sur la question de le Front National et comment lutter contre le Front National, d'abord, alors c'est pas pour me défiler de la question, mais là encore, sur la question de est-ce que c'est un échec pour SOS Racisme ? Si c'était un échec pour SOS Racisme, franchement, ça ne vaudrait même pas la peine qu'on en parle. Parce que le problème du Front National, ce n'est pas un problème pour SOS Racisme. Parce que, regarde, qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il y ait des problèmes pour SOS Racisme. C'est global. Comme si on avait un problème de plomberie, ça peut nous arriver, mais je pense que ça ne fait pas l'objet d'un débat. C'est un problème pour la société. Premier élément. Le deuxième élément, c'est que les dynamiques qui permettent au Front National de monter sont des dynamiques qui, évidemment, échappent en partie aux associations antiracistes. La déstructuration de la classe ouvrière et des quartiers populaires, les phénomènes de mondialisation avec tout ce que cela peut entraîner en termes de dumping social, etc., etc. Non, SOS Racisme n'a pas la solution à ces problématiques, même si on peut en penser quelque chose. Bien. Ensuite, troisième élément quand même, se souvenir que les associations antiracistes sont quand même, malgré tout le crédit qu'on peut leur apporter et toute la force que l'on pense qu'elles ont, sont des têtes d'épingle. Vous savez, je dis souvent, SOS Racisme a le budget d'une MJC. Donc, nous faisons ce que nous pouvons avec le budget d'une MJC. Ceci étant, une fois que j'ai dit cela, sur la question des stratégies à mettre en œuvre et sur la réflexion que les organisations antiracistes doivent avoir pour être efficaces dans leur combat. Parce que là, pour le coup, la question, elle est pertinente et fondée. Je pense qu'il y a il y aurait beaucoup de choses à dire, mais d'abord le fait que les associations antiracistes ont eu tendance à se ringardiser, notamment par le fait, par exemple, il y aurait beaucoup d'éléments à dire aussi dessus, mais par le fait qu'il y a dans les structures une très grande difficulté à se mettre à la page, ne serait-ce par exemple que sur Internet. Les réseaux d'extrême droite, de haine, d'extrémisme en général, s'y sont mis parce que quelque part c'était le seul moyen pour eux de contourner ce qu'ils estimaient être une censure de leur pensée, alors que les organisations, mais ça va bien au-delà de l'antiracisme en l'occurrence traditionnel ou déjà installé, ont eu beaucoup de mal parce que même quand on est des têtes d'épingle, on a quand même les défauts du Titanic pour tourner, ça prend parfois un peu de temps. Deuxième série d'éléments, c'est je pense qu'il faut aussi clarifier notre discours et le rendre lisible et compréhensible. Parce qu'on voit bien qu'avec la montée de cette question mise par l'extrême droite dans le débat politique, du racisme anti-blanc, tout ça, etc., ça vient finalement percuter, fragiliser, rendre plus flou ce que seraient les objectifs du combat antiraciste. Je pense qu'il y a toute une série de sujets à traiter de façon vulgarisée, ce qui n'est pas forcément évident, surtout à l'heure de la BFMisation de la vie politique où, au-delà de 3 secondes, on est déjà trop long. Il y a toute une série de sujets à traiter pour reclarifier ce qu'est le discours antiraciste et pour à nouveau entraîner les gens plus massivement dans ce type de dynamique. Et enfin, mais qui là aussi échappe peut-être à la responsabilité directe des associations, l'impression de déliquescence que l'on voit dans la société française, des tensions, quand même l'ambiance elle est lourde, elle vient aussi du fait qu'on est quand même face à des responsables politiques qui sont incapables de dire ce qu'est ou ce que serait un rêve commun à l'ensemble des Français. C'est quoi le rêve, le combat commun qui fait qu'on a envie de se projeter ensemble dans l'avenir? S'il n'y a pas de rêve commun, s'il n'y a pas de combat commun, votre voisin, il vous emmerde, à part pour aller lui choper du sel, pour saler votre viande, si vous avez oublié d'aller faire les courses, il vous emmerde, votre voisin. Et donc, de ce point de vue-là, l'objectif, le rêve, ça ne peut pas être simplement de rétablir les comptes publics. Ça, c'est peut-être un rêve de comptable, mais je pense que ce type de rêve est un rêve assez minoritaire dans la société.
Alors, pour en revenir aux thématiques qui vous semblent importantes d'évoquer, de déconstruire, j'aimerais vous parler de la question de la laïcité telle qu'elle est interprétée de manière assez diverse sur les différents champs de la gauche. En 1989, donc, il y a eu la première affaire dite des foulards qu'on appelait Tchador à l'époque musulman à Creil, où des jeunes filles collégiennes ont voulu aller au collège avec leur foulard et leur principal avaient protesté contre cela. À l'époque, la position d'SOS Racisme était une position qui les défendait. Harlem Désir avait protesté contre le retour des idées assimilationnistes et Malek Bouti, qui n'était pas encore président, était aussi en faveur de l'intégration de ces jeunes filles à l'école, tout comme Lionel Jospin qui était à l'éducation. 25 ans plus tard, enfin 15 ans plus tard, SOS Racisme soutient la loi de 2004 qui interdit les signes religieux à l'école, et ces signes religieux, enfin en tout cas ceux qui faisaient débat, étaient les foulards musulmans. Et quelques années plus tard, Harlem Désir prend une position assez étrange en soutenant Nadine Morano sur un sujet. J'ai envie de vous montrer la vidéo pour qu'on se remette un peu ses propos en tête. C'est une vidéo avec un ancien président de SOS Racisme, donc on montre un actuel président de SOS Racisme. Une femme voilée sur la plage, assise, attendant que son mari ou compagnon se soit baigné, ça vous gêne ou pas ? La plage, c'est un espace de liberté. Et c'est vrai que c'est un endroit où l'on n'aime pas l'idée que quand un couple arrive, les deux membres de ce couple n'aient pas la même possibilité de profiter de cet espace de liberté. Donc j'ai bien vu que Nadine Morano avait voulu se saisir d'une affaire de ce type. C'est pas une affaire d'ailleurs, non, mais d'une scène à laquelle elle a assisté. Je peux comprendre sa réaction, mais ce que je voudrais dire, c'est que... Si vous assistiez à la même scène, vous auriez la même réaction qu'elle ? J'ai déjà assisté à ce type de situation. J'imagine. Pas seulement en France, aussi dans d'autres pays. Et j'ai toujours trouvé cela aberrant. Alors, comment en 25 ans, SOS Racisme a pu faire ce chemin, SOS Racisme, ses responsables, ses représentants, en tout cas ceux qui l'ont incarné à un moment, ce chemin qui était au départ de considérer que toutes les jeunes filles pouvaient aller à l'école, quelles que soient leurs convictions religieuses, et aujourd'hui considérer que non seulement elles ne peuvent pas aller à l'école quand elles sont au collège ou au lycée, mais en plus elles ne peuvent même plus aller à la plage en portant un foulard musulman. Non, c'est une présentation des choses, qui est extrêmement biaisée. SOS Racisme n'est pas contre le fait que des gens aillent à l'école, quelles que soient leurs convictions religieuses. Je ne pense pas que SOS Racisme ait pris une position les jeunes filles musulmanes voilées ne peuvent plus aller à l'école. Bah, si, elles y vont en l'occurrence, puisque... Oui, sans voile, oui, bien sûr. Sans voile, puisque en l'occurrence, le bilan d'ailleurs de cette loi, ça n'est pas le fait qu'il y a des milliers de filles qui se sont retrouvées cloîtrées chez elles parce qu'elles ne pouvaient pas porter le foulard. D'ailleurs, le bilan, c'est la création d'une école musulmane, par exemple, d'un lycée musulman dans le Nord. Je veux dire, les gens ont le droit de faire des lycées, des lycées musulmans, en l'occurrence. Mais par ailleurs, sur la position initiale de SOS Racisme en 89, la position de Harlem était de dire que le djinn sera plus fort que le voile, en l'occurrence, et que donc finalement, de toute façon, les filles qui viennent à l'école voilées, parce que les parents sont de milieux traditionnels ou traditionnalistes, etc., de toute façon finiront par s'émanciper de ce qui, à l'époque, était vu comme, quelque part, une forme de survivance assez passéiste, la question du voile. En 2004, sur la question de la loi, nous avons pris position, effectivement, en faveur de l'interdiction des signes religieux à l'école, parce que nous sommes dans un contexte très particulier, d'ailleurs en partie créé par Nicolas Sarkozy lui-même à l'époque, au passage, je ne vais pas revenir sur les détails, mais quand même, sa conception de la laïcité avait donné quelques espoirs à certains groupes religieux et donc qui ont essayé de pousser leur avantage. Et donc pour nous, ce que nous avons vu également, c'est qu'il y avait des groupes qui se mettaient en place et qui s'étaient préparés pour la rentrée, pour les rentrées à venir, à aller devant les écoles pour dire aux filles, vous devez porter le voile. Et là, c'est pas du tout la question de parents de milieux traditionnels qui, par habitude, par conviction religieuse, disent à leurs filles tu dois mettre le voile, et qui elles-mêmes d'ailleurs se disent je mets le voile parce que c'est comme ça que j'ai été élevée. Là, on était sur quelque chose qui était beaucoup plus militant à l'époque, même si on a tendance à l'oublier. Pour le reste, sur les propos d'Harlem
par rapport à Nadine Morano. Nous avions nous-mêmes dénoncé à l'époque les propos de Nadine Morano, donc nous restons à SOS Racisme sur cette position de non-acceptation de la part de responsables politiques de venir stigmatiser des gens en profitant de toutes les scènes de la vie quotidienne. D'ailleurs, Nadine Morano s'est de nouveau illustrée depuis dans une gare, me semble-t-il, en faisant un scandale comme, j'allais dire, une délinquante quasiment, une première venue de la délinquance. Bon, Nadine Morano est sur une position constante de stigmatisation. Elle l'avait d'ailleurs déjà montré dans les débats sur l'identité nationale, où elle avait aussi tenu des propos en présence d'ailleurs d'une association des amis de M. Barès, si j'ai bonne mémoire, dans la ville de Carme, ou de Charmes. Bien, donc je ne suis pas ignorant du fait que cette question du voile est une question qui peut être utilisée à des fins de stigmatisation pour dire finalement, de toute façon, dans les populations arabo-musulmanes, il y a un problème entre l'égalité sur l'égalité entre les hommes et les femmes, il y a un problème sur le plan de la laïcité, et donc ces populations sont douteuses, et donc ne méritent pas, ce que je disais tout à l'heure, qu'il y ait des progrès de l'égalité en leur faveur. Je ne suis pas ignorant de cela, et nous l'avons fait remarquer à chaque fois que cela s'exprimait dans le débat public. Mais pour dire les choses, en tout cas telles que je les perçois, entre 1989 et 2004, il y a eu le 11 septembre, qui a eu une image sur les musulmans extrêmement négative. Je pense que si le débat sur la présence des musulmans visibles dans l'espace public français a rejailli, je pense que c'est aussi lié à ce contexte extrêmement hostile aux musulmans. Par ailleurs, la laïcité, c'est un principe d'égalité, et j'ai du mal à comprendre en fait pour quelles raisons des personnes, en raison de leurs convictions religieuses, ne peuvent plus accéder à l'école, alors que la position même du Conseil d'État en 89 était de dire que dès lors qu'il n'y avait pas de prosélytisme, on pouvait avoir accès à l'éducation nationale. Non, encore une fois, la présentation que vous faites des choses n'est pas une présentation honnête, excusez-moi de vous le dire. Mais c'est comme ça que je les perçois. Entre 89 et 2004, il y a eu le 11 septembre. Et les musulmans sont devenus très... Personne n'est empêché, en raison de ses convictions religieuses, d'accéder à quelque espace que ce soit, dans la République. Personne. Si, les personnes musulmanes voilées. À côté de la manifestation. C'est pas excusez-moi, c'est pas la même chose. Ah bah non, excusez-moi. C'est l'expression d'une conviction religieuse. C'est une forme d'expression d'une conviction religieuse, effectivement. Donc, il y a eu, et je reviens sur, encore une fois, le contexte de 2004, qui est un contexte très particulier, où on voit bien poindre le fait qu'on va se retrouver avec des groupes qui vont venir mettre la pression aux filles pour qu'elles mettent le voile. Combien vous les évaluez, ces groupes? Est-ce que ça justifie une loi? Est-ce que ces groupes étaient si nombreux? Est-ce que vraiment vous pensez que le danger était imminent au point de voter une loi qui sanctionnait plus de femmes que de groupes, je pense? Mais donc, dans ce cas-là, ça voudrait dire quoi? Il faudrait laisser grandir ces groupes et s'installer avant de faire une loi pour que ça crée encore plus de tensions? Ce serait quand même assez... Vous les évaluez à combien, ces groupes, en fait? Est-ce que vous avez une idée non. Donc il y a eu 3 groupes comme ça qu'on a observés quelque part? Non. C'est ça que je voudrais savoir. Non, mais en l'occurrence, on sait, puisque c'était tous les débats qui avaient lieu autour de la commission en 2004, que cela était en train de se préparer. C'est ainsi. Qu'est-ce que ça aurait donné en vrai? On ne sait pas. Comment dire? Non, on ne sait pas, en l'occurrence. Mais ceci étant, puisque vous parlez de liberté, une fille qui ne veut pas porter le voile et qui se fait harceler à l'entrée de l'école par des groupes qui lui disent « tu dois porter le voile, sinon tu es une pute ». Sa liberté, elle n'existe pas. Mais ça peut être géré au niveau de l'établissement, au niveau de... Oui. Comment ça, gérer au niveau de l'établissement? Vous savez que les phénomènes de pression... d'aller à l'école, elle y va plus. Vous savez que ces phénomènes, que des phénomènes de pression, d'ailleurs de façon plus générale, peuvent exister, pas simplement sur ce plan en l'occurrence, et peuvent conduire des gens à adopter des comportements qu'ils ne voudraient pas adopter. Donc je pense en l'occurrence que c'est aussi une loi de protection pour des personnes qui, je pense, auraient été prises en partie pour cible par certains groupes. Bon, voilà, après... on peut ne pas être d'accord. Je ne sais pas comment on protège des filles en les empêchant d'aller à l'école. Parce que la conséquence, c'est que finalement, elles n'y vont plus. Alors combien? À l'école. Vous parlez de chiffres. Non, mais ce que je vous dis, c'est que... À combien vous évaluez les personnes qui ne vont que à l'école à cause de la loi? Moi, en tout cas, je peux... Bon, je ne sais pas, combien?
Non, vous me parlez de chiffres, donc... Il y avait, à l'époque, il y avait une centaine de filles qui posaient problème. Il y a des écoles musulmanes qui ont été créées, donc il y a un certain nombre de jeunes filles qui maintenant ne vont plus à l'école de la République, mais vont dans les écoles musulmanes. Je crois qu'il y a effectivement des personnes qui ne se sentent plus aujourd'hui bienvenues dans les espaces de l'éducation nationale. Donc moi, ce que je trouve en fait assez étrange, c'est finalement de priver des jeunes filles d'accès à l'éducation en les renvoyant éventuellement dans les bras de leurs oppresseurs réels ou imaginés. C'est ça que je ne vois pas en quoi c'est logique. Bah, on peut faire, encore une fois, la même remarque que je viens de faire, en sachant que, pour moi, c'est une loi de protection. Et d'ailleurs, cette loi, encore une fois, elle est massivement appliquée et bien reçue par la population. Le seul élément par la qui population ferait... musulmane. Je pense pas, non. Non, attendez. La question n'est pas l'interdiction des signes religieux. La question est de savoir si, par la suite, parce que les débats de 2004-2005 autour de cette, de cette question des signes religieux à l'école ont été des débats de très haute tenue, en l'occurrence, dans la commission. Le problème, c'est que derrière, il y a eu la tentation, des tentatives, à chaque fois de dire « Ah mais attendez », parce que la promesse qui était faite en 2004-2005 sur cette loi, c'est de dire « c'est quelque chose de conclusif ». C'est un problème que l'on traite, point barre. Derrière se sont mis en mouvement toute une série de personnes, ce qu'on a dénoncé à plusieurs reprises ailleurs, qui ont dit « Ah bah attendez, ok, on a eu le voile à l'école, maintenant il faut les accompagnatrices scolaires, maintenant il faut que ce soit dans la rue, maintenant. Et ça, c'est pas possible, parce que là, ça veut dire qu'on est non pas dans la laïcité, mais on est dans l'utilisation de la laïcité, enfin d'une fausse laïcité d'ailleurs en l'occurrence, pour stigmatiser des personnes en mettant à chaque fois le doigt sur le fait que leur comportement serait un comportement contraire à la présence même dans l'espace de la République. Vous refusez toujours le terme d'islamophobie ? Oui, le terme d'islamophobie est un terme qui pour moi est extrêmement ambigu sur ce qu'il signifie. S'il y avait un terme juste à utiliser sur la question religieuse, à rigueur ce serait musulmanophobie, qui serait beaucoup plus clair et beaucoup moins ambigu que le terme d'islamophobie. Donc je préfère le terme musulmanophobie. Mais vous ne pensez pas que justement le fait que ce terme fasse grand débat, c'est aussi un signe d'islamophobie? Parce que c'est vrai qu'il y a eu des débats sémantiques à n'en plus finir, prétendant que ce terme avait été inventé. C'est Caroline Forest qui prétendait qu'il avait été inventé par des mollahs iraniens. Il a été avéré qu'il était inventé par des anthropologues français au début du siècle dernier. Donc il y a tout un imaginaire qui a été construit autour même de l'emploi de ce mot. Non, qui finalement donne le sentiment qu'on parlait davantage du mot que du problème. Non. D'abord, il faut être juste, sans vouloir, revenir sur ce qu'a dit Caroline Forest, mais Caroline Forest n'a pas dit que ça a été inventé par les mollahs iraniens. Elle a dit que c'est un mot qui avait été inventé au début du siècle, qui a été réactivé. Ah si, c'est écrit dans ses livres, en l'occurrence. Oui, dans ses livres, c'est absolument oui, si, c'est ce qu'elle a écrit. Tout le monde peut s'y référer, en l'occurrence. Ça a été réactivé par les mollahs iraniens. Elle ne faisait pas référence aux anthropologues français qui avaient créé ce terme. Elle faisait référence au fait que le mot existait depuis 1920. Donc je ne sais pas si c'est des anthropologues français ou d'autres qu'elle citait en l'occurrence, mais ça c'est très clairement évoqué. Le deuxième élément, c'est que, encore une fois, les mots sont importants. On ne peut pas faire comme si les mots n'avaient pas d'importance, parce que selon les mots que l'on emploie, on peut être aussi dans des confusions sur ce que sont les combats et sur ce qui est dénoncé. La question du terme islamophobie, par exemple, je ne monte pas au plafond quand le terme est utilisé, mais moi, il me gêne pour une raison, c'est que le terme islamophobie pourrait laisser penser, puisque ici on est sur un terme qui est forgé pour s'insérer dans une thématique ou dans un mouvement antiraciste, quelque part, le terme d'islamophobie. Mais contre quoi luttent les antiracistes? Ils ne luttent pas contre le fait que des gens blasphèment. Si des gens blasphèment ou critiquent de religion, c'est parfaitement leur droit. Ce contre quoi luttent les antiracistes, c'est le fait que des personnes, en raison de leur religion, puissent être prises pour cible par des mots ou par des actes, par des individus. D'ailleurs, pour cela, que lorsque Claude Guéant s'était manifesté par ses propos très sympathiques vis-à-vis des musulmans de France, et à répétition, nous avions porté plainte. Donc je pense que les mots ne sont pas, neutres lorsque l'on mène des combats. Voilà.
Et juste pour monter en généralité et se diriger vers une conclusion, comment est-ce qu'on fait, Dominique Sopo, pour à la fois conserver l'ambition un peu d'un antiracisme universaliste, vous parliez de vivre ensemble et d'égalité, et justement prendre en charge ceux dont l'islamophobie, alors appelons-la comme ça, le voile sont des marques, c'est-à-dire des populations qui se sentent stigmatisées en tant que telles, et à qui souvent, quand elles expriment ça, et ça peut valoir pour les Noirs, pour les musulmans, pour les Roms, dès qu'ils s'expriment en tant que tels, on leur dit oui, non mais là c'est du communautarisme. Comment est-ce qu'on articule ces deux On l'articule simplement par le fait que, en l'occurrence, le fait que des gens se plaignent de situations qu'elles vivent dans la société, c'est quelque chose de parfaitement légitime. Et quand bien même ce seraient des musulmans qui se réuniraient à plus de 1 pour le dire, ou des Noirs qui se réuniraient à plus de 1 pour le dire, non, ce n'est pas du communautarisme. Le communautarisme, c'est demander des droits spécifiques et des règles de fonctionnement spécifiques pour sa communauté à soi, réelle ou supposée. Donc le fait de se réunir, ça n'est pas du communautarisme. Et je pense que là, il faut être quand même extrêmement clair, parce que ces accusations de communautarisme qui sont lancées à tout va, alors parfois, d'ailleurs, il peut y avoir du communautarisme, ça existe aussi le communautarisme. On est aussi dans des logiques quand même en France de repli qui sont parfois assez inquiétants. Mais à force de lancer... dans les élites, non ? Bien sûr, évidemment. Oui, bien sûr. En majorité, j'ai l'impression. Comment dire, l'endogamie chez les élites est quelque chose d'assez puissant et analysé depuis très longtemps. On ne fréquente pas et on ne se marie pas avec n'importe qui lorsqu'on est des classes supérieures de la société, ça c'est sûr. Mais encore une fois, le communautarisme, c'est demander des droits particuliers. Donc l'universalisme, ça ne veut pas dire ne pas reconnaître et ne pas analyser des dynamiques spécifiques qui peuvent expliquer des logiques de haine envers tel ou tel groupe de la société. Par exemple, on voit bien que l'antisémitisme renvoie à une certaine histoire, que la vision du noir renvoie aussi à la question de l'esclavage qui est spécifique dans la vision que l'on a de l'autre au noir en France. La question des Arabes ou des Arabo-musulmans renvoie aux questions de colonialisme, de guerre d'Algérie, il y a un point commun là d'ailleurs avec les populations d'origine africaine. Donc lutter contre des phénomènes, ça veut dire aussi les analyser dans leur finesse. Ce n'est pas quelque chose d'évident forcément à comprendre et à faire passer, mais encore une fois, la question n'est pas de savoir si les personnes se déclarent comme venant de tel ou tel endroit et luttant parce que, et même se mettant ensemble d'ailleurs, parce que communément elles viennent de tel ou tel endroit, la question est de savoir vers où les gens veulent aller. À partir du moment où les gens luttent pour aller justement vers de l'universel, eh bien très bien. La question n'est pas d'être malade, de savoir d'où l'on vient, mais c'est de se dire qu'il est possible de construire des choses parce qu'avec d'autres, eh bien, on va au même endroit. Et ce même endroit, c'est la construction d'une France fraternelle dans laquelle les gens seraient considérés à égale dignité. Nous en sommes encore loin, mais ceci étant, le combat sera victorieux. Alors, j'ai une dernière question à vous poser, c'est la manière dont SOS Racisme se positionne par rapport à tous les mouvements qui sont nés récemment, le collectif contre l'islamophobie, le CRAN, la voix des Roms, sachant que le slogan des années 80 d'SOS Racisme, c'était « touche pas à mon pote ». Oui. Donc évidemment, quand on dit « touche pas à mon pote », c'est pas le pote qui parle, mais quelqu'un qui parle à sa place, si je puis dire, et que les potes en question, aujourd'hui, ont décidé de former leurs propres organisations. Donc comment vous vous positionnez dans ce contexte aujourd'hui où la voix hégémonique, en tout cas qui n'était pas celle du pote, est un peu mise en retrait par des structures qui revendiquent une parole autonome et propre? Alors, d'abord, il y a un sous-entendu dans votre question, c'est que celui qui parle est un blanc par rapport à un pote qui serait noir ou arabe. Non. En l'occurrence, comment dire, quand on ne touche pas à mon pote... Moi, je l'ai toujours senti comme ça, ce slogan, effectivement. Certainement pas. Quand Harlem Désir dit lui-même « touche pas à mon pote », je ne pense pas que ce soit la voix du blanc qui vient faire acte de dame patronesse par rapport aux pauvres noirs et aux pauvres arabes qui seraient minorisés dans la société. Donc quand on dit « touche pas à mon pote », tout le monde peut dire « touche pas à mon pote », quelle que soit son origine. Et le pote lui-même, d'ailleurs, peut être de n'importe quelle origine, mais on estime qu'on n'a pas à le toucher parce qu'on ne frappe pas les gens en raison de leurs origines, notamment. Donc, le fait qu'il y ait des mouvements qui se soient créés, très bien, ça peut, nous travaillons avec le CRAN, par exemple, en ce moment sur les questions de discrimination, avec la voix des Roms sur les questions de Roma Pride, par exemple. Donc, très bien. Je veux dire, vous savez, dans les combats,
Je ne pense pas que l'on soit de trop. Comment dire, moi je ne suis pas en recherche d'hégémonie. Je pense qu'il est extrêmement important que les gens puissent monter des associations. À partir du moment où là, ça peut être un petit danger, à partir du moment où on ne finit pas dans un monde totalement éclaté, dans lequel les oppositions seraient plutôt vives à l'intérieur du mouvement antiraciste et que l'énergie ne serait pas concentrée sur ceux-là même qui luttent contre les logiques antiracistes. Alors je sens que le débat va se prolonger une fois que les caméras seront éteintes, mais ce n'est pas parce qu'on est sur Internet qu'on n'a pas quand même des contraintes horaires. Merci beaucoup Dominique Sopo et merci aussi beaucoup Rokhaya Diallo. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle confrontation long format. Merci beaucoup.